Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 393. Aujourd'hui, on commence à se projeter sur l'UFC Londres qui arrive le 21 mars prochain. Et en studio, on a la chance de recevoir l'un des combattants de la carte, 4e français à combattre en 2026 à l'UFC. Je vous le présente dans un instant. Le temps d'accueillir Baba, le pilier du RMC Fighter Club. Salut Baba. Salut Charles, ça va? Bah ça va et toi? Ouais, très content d'avoir un combattant de l'UFC toujours. On va discuter de beaucoup de choses en plus, préparation et tout ce qui va avec, donc impeccable. Exactement, et donc notre invité, toujours invaincu en 12 combats pro. Dans quelques semaines, il va disputer son deuxième fight UFC contre Mason Jones à Londres. Membre du Boxing Squad et partenaire d'entraînement entre autres de Manon Fiorot, Axel Sola est avec nous. Salut Axel et merci d'être en studio chez RMC. Salut, merci à vous. Ça va la forme? Bah ouais, super. T'as pris l'avion ce matin, je crois, de Nice pour passer à Paris. C'est ça. J'ai même vu que t'as fait un peu de piano à l'aéroport. T'as mis une story sur Insta. Alors à chaque fois que je vais à l'aéroport à Nice, il y a toujours ce piano qui ne bouge pas et j'en profite, même s'il est un peu fatigué, je dois avouer, au niveau des touches. Mais vers 7-8 heures du mat, les doigts étaient bien en ordre pour faire les bonnes notes, etc. Alors, ou c'est un peu ripé? 6 heures du matin. C'était 6 heures en plus. Mais ça va, j'ai réussi à aligner une note. Allez, c'est parti pour le RMC Fighter Club avec notre invité, le combattant UFC, Axel Sola. Le 21 mars prochain, tu vas donc y affronter Mason Jones, combattant gallois hyper solide avec un bilan de 17 victoires, 2 défaites et 1 no contest en carrière. C'est un ancien champion du Cage Warriors dans 2 catégories de poids différentes. Jones qui est en ce moment dans son deuxième run UFC et qui reste sur des belles victoires contre Jeremy Stephens et Bola Djeoki, donc des gars très solides qu'il a battus récemment. Pour ton deuxième combat dans l'orga, tu prends donc un gros fighter. Est-ce que tout de suite, quand ils t'ont proposé ce combattant-là, tu l'as pris comme une vraie marque de respect de la part de l'UFC de te proposer un gars aussi solide? Bah effectivement, pour moi c'est la plus belle opportunité de ma carrière sportive jusqu'à présent, donc c'est une belle fleur qu'ils me font et si je saisis cette opportunité avec brio, eh bien ça peut être que positif pour la suite. C'est vrai que c'est hyper positif, hein, Baba, d'avoir un combattant que le microcosme MMA connaît, parce que forcément, si on suit le cage, si on suit le MMA depuis longtemps, Mason Jones, c'est un nom, il a fait deuxième en UFC, comme je l'ai dit. Donc c'est vrai que pour Axel, c'est aussi une opportunité de pouvoir monter très vite s'il arrive à battre Mason Jones. Ouais, clairement, je pense que déjà c'est un bon match-up, donc l'UFC nous propose quelque chose d'intéressant stylistiquement parlant. Normalement, on va s'éclater, hein. Je vois pas comment, tu vois ce que je veux dire. Il y a des match-up des fois qui t'attirent moins, indépendamment du fait que ce soit un Français qui soit impliqué ou pas. Là, on a 2 combattants qui devraient se rencontrer et envoyer, donc ça va le faire. Et puis Mason Jones, sur ce run-là, je trouve qu'il s'est refait un nom intéressant, que les fans américains ont kiffé ce qu'il a proposé. Donc quand le combat a été annoncé, on a bien vu sur internet que le buzz il a pris déjà. Ouais, on va parler de beaucoup de choses avec toi, on va aussi évoquer ces 3 semaines, un peu plus de 3 semaines que tu as fait au Daghestan pour préparer ce combat, donc tu es rentré il y a peu de temps, donc c'est encore assez frais dans ta tête. Comme on est sur Mason Jones, on va juste s'attarder un petit peu sur lui et sur le combat stylistique aussi que ça pourrait donner. 30 ans, donc combattant assez complet, capable de développer un bon jeu en grappling, mais sa force, ça reste quand même le striking, et c'est vrai qu'il arrive à appliquer un striking assez constant, un gros pressing pendant ses combats. D'ailleurs, sur ses 17 victoires, j'ai remarqué qu'il avait 8 TKO, mais il n'a jamais mis de KO sec. Donc est-ce que quand tu analyses aussi son style, pour toi c'est un combattant qui va plutôt être justement dans le volume que dans la pure puissance? Bah effectivement, c'est un combattant qui met du volume, qui aime mettre la pression, qui aime avancer. Donc ça va être important de l'empêcher d'imposer son rythme le plus possible. Et malgré tout, s'il arrive à imposer son rythme, il faudra alors exploiter ses patterns pour le briser. Est-ce que le premier combat que tu as fait contre Rhys McKee, il y a déjà est-ce qu'il y a des patterns que tu avais chez Rhys McKee que tu penses se retrouver aussi chez Mason Jones? Je pense pas, non, parce que chaque combattant a sa manière de combattre, même s'ils viennent du même gym, même s'ils s'entraînent ensemble. Et donc chaque combattant a quelque chose d'unique à proposer, et c'est pour ça que c'est très important de comprendre qui on a en face, et déjà de préparer des réponses à ce qu'il va nous proposer, et aussi d'être capable d'adapter son jeu en fonction de comment le combat se déroule. Est-ce que sur sa capacité à avancer justement à Mason Jones, il a souvent montré, et c'était répété plusieurs fois aux commentaires par Antoine Taylor notamment, que plutôt que de suivre son adversaire, il aimait bien aller couper la route. Plutôt, tu vois, il aimait bien, c'était une technique plus directe pour se déplacer. D'après ce que tu as vu de lui, est-ce que tu considères qu'il est moins à l'aise quand il recule, Mason Jones? Totalement. Là où il brille le plus dans ses combats, c'est quand il avance. Donc
il faudra avoir une réponse pour le faire reculer. Et s'il ne recule pas, apprendre à gérer cette agressivité, trouver une manière de gérer cette agressivité pour l'empêcher de dérouler. Ouais, c'est vrai que c'est un combattant quand même de très haut niveau parce qu'on voit aussi dans son combat contre Olagi que même en prenant du dégât, même en se faisant un petit peu mettre dans le rouge, en difficulté, il y a beaucoup de résilience. Donc bon, c'est toujours une bataille psychologique le combat bien évidemment, mais le fait qu'il soit à domicile en plus, donc forcément un petit peu plus galvanisé par la foule, tu t'attends à ce qu'il te rentre dedans ou tu t'attends à quelque chose de plus tactique? Je pense qu'il va faire la même chose qu'il fait à chacun de ses combats. Il a toujours entre guillemets la même structure de combat, donc oui, effectivement, il va faire ce qu'on a l'habitude de voir faire. Ça va être un peu inversé d'ailleurs, parce que Baba précise devant son public. Quand toi, tu as affronté Esmaki, tu étais devant ton public, parce que c'était l'UFC Paris. Mais Mason Jones, il était sur la carte, il combattait juste après toi. Est-ce que déjà à l'époque, vous étiez croisés? Est-ce que, comme tu étais dans le vestiaire, tu étais à quelques minutes de ton combat, tu avais eu un œil sur son fight déjà au moment de l'UFC Paris? J'ai regardé le combat, oui. Après, j'ai pas de suite percuté qu'il était sur la carte de l'UFC Paris quand j'ai su que j'allais le combattre. Et effectivement, une petite interaction à l'hôtel, il m'a dit bonjour. Ok. Donc je lui ai dit bonjour aussi. Ça, c'était en avant-fight ou après les combats? Après le combat. Et du coup, je pense que tu l'as revu en long, en large et en travers, son fight à l'UFC Paris pour préparer celui-ci. Qu'est-ce que tu as pensé de son premier round notamment? Parce que c'est un premier round qui a été très compliqué pour lui. On a bien pensé que Boladzioki pouvait le terminer, mais finalement, il n'a pas réussi. Et il a été... c'est aussi une de ses marques de fabrique, cette capacité de rebondir, cette capacité de revenir dans le combat, même s'il a été sonné. Bah effectivement, il a pris la foudre dès le premier round, mais c'est un combattant qui a de l'expérience. Il a quand même 19 combats, donc pas mal de ses combats à haut niveau, et il a su garder la tête froide et laisser passer la tempête pour dérouler par la suite. C'est Baba sur ce style justement. Est-ce que on voit parfois qu'il peut y avoir un manque d'impact, et lui aussi a dit dans le premier round, j'étais pas encore dedans, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans ce combat, etc. Et c'était une erreur. Après, il y a eu cette jambe que Boladzioki se prend, et puis c'est Mason Jones qui arrive à capitaliser là-dessus. Mais c'est quelque chose dont Axel va devoir se méfier, justement. Ce côté, Mason Jones, il est jamais vraiment out tant qu'il n'est pas vraiment terminé. Et d'ailleurs, il s'est jamais fait terminer en carrière. Ouais, non, c'est vrai que je pense que c'est une de ses qualités, à travers le fait que c'est un combattant agressif qui essaie de pas faire de concessions quand il combat. Après, en face, il a des combattants de très haut niveau, donc il peut se retrouver en difficulté. Ça a été le cas contre Bolagi. C'est toujours important de voir comment les gars réagissent. C'est ce qui va nourrir, je pense, la prépa. Ce qui a nourri, je pense, la prépa d'Axel et pour Aldric. Maintenant, comme l'a dit Axel, je suis d'accord avec lui. Moi, je m'attends. C'est pas le genre de combattant qui essaye de s'adapter outre mesure, tu vois. Il fait très souvent la même chose, il propose très souvent la même chose, et c'est un peu ça passe ou ça casse. Maintenant, en face, Axel, il devra se méfier, comme il vient d'arriver dans la Champions League, entre guillemets. Donc, de toute façon, à partir de là, tous les noms qui seront en face du sien. On va se méfier. Moi, ce qui m'avait étonné dans son combat contre Boladzioki, c'est que dans le premier round, il se fait déstabiliser, mais on a vu que quand il arrive à l'amener au sol et qu'il termine le combat, c'est sur une phase de judo. Et pourtant, dans le premier round, il décide de continuer à striker avec Boladzioki. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu avais repéré? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce qu'il n'était pas allé au judo plus tôt dans le premier round? En général, dans ces combats, il lutte quand il ne trouve pas son rythme sur la boxe. C'est assez rare qu'il y aille en première intention. Par exemple, dans son combat contre Dominique Klein, il commence le combat, il essaie de boxer, sauf que Dominique va trop vite pour lui, il ne trouve pas ses timings, et donc là, il essaie de casser le rythme avec de la lutte. Il lutte soit justement quand il ne trouve pas son rythme sur les phases de striking, soit pour assurer un round, donc un peu comme on va dire dans la structure de combat en amateur. C'est-à-dire que le round est serré, c'est la fin du round, il va lutter pour marquer le point, finir au-dessus, ou quand il est en difficulté. Donc c'est rarement en première intention, mais qui sait, peut-être que face à moi, il aura ce que je veux dire. de l'inspiration. Peut-être que, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expérience, ça va dans les deux sens. Il a affronté pas mal de monde, mais il va quand même affronter un des combattants les plus expérimentés qu'il aura affronté dans sa carrière. Encore une fois, moi je ne sais pas si c'est le genre de combattant qui s'adapte. Maintenant, ils viennent de prendre une défaite contre toi. Peut-être aussi que le fait que ce soit son teammate et qu'ils aient pas mal de matière sur toi va les pousser à s'adapter. Moi, ce que je voudrais savoir par rapport à ta prépa, et on y viendra sûrement parce que Charles il va aborder le sujet, c'est que je pense que tu as montré beaucoup de choses en striking, mais quand on parle de striking, on ne parle pas que seulement d'envoyer des coups. C'est-à-dire ta capacité à te déplacer, à défendre, à contre-attaquer, à gérer un combat, gérer une pression, parce qu'on l'a vu aussi, il te mettait pas mal de pression, Rismaki. Est-ce que tu penses que le combat il peut se jouer sur un autre domaine pour toi, de façon offensive? Bien évidemment, moi quand je peux lutter, je lutte. J'aime lutter même si je ne fais pas tomber, donc si je vois des opportunités d'accrocher, je vais le faire, quoi qu'il en soit. Donc,
On va en reparler de ton combat très vite, mais c'est ce que tu avais fait dans ton premier fight UFC. Quand à un moment tu avais réussi à accrocher, à coller, tu étais resté et tu avais voulu insister sur cette phase-là. J'ai pas vraiment insisté dessus parce que si ça avait été un combat amateur, en fait, ce que j'aurais fait le deuxième et le troisième round, c'est que j'aurais plus lutté. J'aurais continué à lutter parce que je me suis rendu compte, premier round, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais par contre, je me suis aussi rendu compte que j'arrivais pas à grimper l'échelle. Et pour moi, c'était pas possible pour mon premier combat à l'UFC de coller et de faire tourner le chrono. Donc j'ai volontairement laissé tomber la lutte pour. Ça a compté quand même, la volonté de faire un statement ce jour-là. Je pouvais pas faire un match dégueulasse, c'était pas possible. Et donc j'ai laissé tomber la lutte à ce moment-là et je me suis reposé sur mon striking pour finir le match. À ce moment-là, tu as eu la tête assez froide justement pour dire faut que je fasse un spectacle, faut que j'aille chercher un finish en fait. C'est ça que tu voulais à tout prix? Je voulais faire un match divertissant absolument c'est intéressant. Et je voyais que sur la phase de lutte là ça avançait pas, que j'arrivais à entre guillemets rester au-dessus, mais que c'est pas en mettant des coups de genoux dans la cuisse que je vais faire plaisir au matchmaker du UFC. Et aujourd'hui il y a 3 niveaux de victoire. Il y a la victoire avec finish et la victoire avec finish premier round. Et le meilleur moyen de se donner un maximum de chances d'avancer avec efficacité dans l'organisation, c'est le finish. C'est ça, c'est ce que tu premier dis. round idéalement, mais au moins un finish. Et voilà. Contre Mason Jones, il y a aussi une donnée physique, c'est la taille. Alors, il a 10 cm de moins que toi. Par contre, d'après les chiffres Tapology, vous avez la même allonge. Est-ce que la distance, tu vas essayer, même en striking, tu vas essayer de te la rendre profitable? Comment est-ce que tu vas pouvoir gérer son allonge qui est assez grande pour un mec qui est beaucoup plus petit que toi? De la même manière que je gérerais s'il avait des plus longs bras que moi. En fait, c'est au final pas vraiment une question d'allonge, mais une question de moment dans lesquels on décide de déclencher ou pas les attaques. Et donc, le travail de lecture va être essentiel. On va reparler de ton combat lors du dernier UFC Paris parce que, comme je le disais, tu es invaincu en 12 combats pro. Et avant de parler de cette construction de carrière, on va revenir sur ce fight. C'était donc sur le dernier UFC Paris, victoire contre Rhys McKee, ancien adversaire de Khamzat Chimaev. Sur le profil de carrière, c'est un peu similaire à Jones d'ailleurs pour Rhys McKee. Ils ont 30 ans tous les deux. Deuxième one UFC aussi pour Rhys McKee qui est comme Mason Jones et avec un passif au Cage Warriors. Comment tu avais préparé ce fight pour affronter un adversaire qui justement n'allait pas forcément aller chercher autre chose que du striking? Tu savais que ça allait se jouer dans du striking pour son game plan, c'est ça qu'il allait chercher lui. Pour Rhys McKee ? Ouais. Totalement, c'est essentiellement comme ça qu'il construit ses combats. Et donc toi, c'était la prépa sur Rhys, elle avait été axée sur quoi? La prépa, elle s'est fait un peu sur le tard, quoi. Ouais. Donc j'étais informé 10 jours avant, donc j'avais passé l'été à faire de la boxe, donc mes réflexes en lutte n'étaient pas forcément au taquet. Donc j'ai simplement fait ce que j'ai fait les mois précédents le combat. Ouais. C'est parce que durant tout l'été, c'est ça l'histoire d'Axel sur cette UFC Paris, c'est que tu t'étais préparé à pouvoir combattre en moins de 70. C'est ça. Et finalement, tu as été appelé pour combattre Rhys McKee en short notice et en moins de 77. On s'approchait de la date, donc là, il fallait commencer à serrer la ceinture sur la diète quand j'apprends que c'est à 77 10 jours avant. Et du coup, on va manger, quoi. Bonne nouvelle, du coup. Ouais, mais à vrai dire, je me sens plus à l'aise quand je suis plus léger quand je combats. C'est-à-dire que ma boxe elle est différente quand je suis à 78 kg Fight Week. Je suis beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, j'ai plus de cardio. Ouais. Et à 77, en fait, j'ai pas plus de force, mais je suis plus lourd. Et du coup, c'est comme si je combattais avec un gilet lesté, quoi. Ouais, c'est quelque chose que tu as ressenti dans la cage, justement. C'est plus ça que le short notice qui t'a gêné? Non, pas vraiment. Ce qui m'a gêné, surtout que j'avais une main cassée. Ouais. Mais ça aide pas. Mais non, mais ça après c'est plus une observation générale que j'ai hors camp, in camp. Et d'ailleurs, du coup, c'est un paramètre qu'il va falloir maintenant, après ce combat, il va falloir le gérer au mieux. C'est combattre chez les Walters, c'est ce que tu avais fait à l'époque au Brave. Et puis du coup, quand tu es arrivé chez Ares, tu es devenu champion, mais en moins de 70. Ça t'a fait du bien quand même, justement, de pouvoir te rassurer en disant finalement, les Walters, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Ça me confirme bien, en ayant refait ce fight, que c'est chez les moins de 70 que je suis mieux. J'avais pas besoin de faire ce combat pour me rendre compte, notamment quand j'étais en Russie, j'ai eu l'occasion de tourner avec des 77 et le différentiel physique rend certains éléments tactiques simples, tels que j'ai un underhook, je veux coller mon adversaire à la cage. Donc c'est un élément tactique relativement simple à réaliser. Face à un welterweight solide, ça devient quelque chose de très difficile et de très physique, de simplement pouvoir le faire reculer et le coincer contre la cage. Donc je me rends bien compte que si un jour je fais le saut à 77, il y a un réel travail de préparation physique à adapter pour que je sois physiquement compétitif dans
cette catégorie de points. Tu vas encore affronter toi t'es gaucher, hein, tu vas affronter encore un droitier. On l'a bien vu contre Ismaki, ce bras arrière qui était vraiment bien passé, ça a été peut-être ton arme numéro 1 dans ce combat-là. T'as l'habitude d'affronter plutôt des droitiers que des gauchers, et c'est un domaine dans lequel tu es plus à l'aise. Tu préfères affronter des droitiers ou pas? J'aime bien affronter les droitiers. Justement pour ce bras arrière? Pas forcément pour le bras arrière, mais c'est parce que la gestion de la distance, elle est un peu plus, elle est différente. C'est pas la même manière de gérer la distance. C'est plus facile de créer un contact avec le bras avant de l'adversaire. On est plus loin de son bras arrière, de sa jambe arrière. Ouais. Donc la plupart des combattants sont droitiers, donc j'ai un peu plus d'expérience contre les droitiers. Mais dans l'absolu, je préfère quand on est en garde pas miroir, quand on est en open stance. Okay. Non, donc c'est garde ouverte, donc quand on est en garde fermée. D'accord. Quand on est en garde fermée, je trouve ça plus ouvert par contre. Quand on est en gaucher-gaucher ou droitier-droitier, je trouve qu'il y a plus de jeu pour l'attaque et la défense. T'observes des différences là-dedans, Baba, toi qui commandes beaucoup de combats, quand il y a des oppositions droitier, gaucher, il y a encore des surprises. Il y en a qui ont l'air un peu déstabilisés face à des gauchers ou des droitiers, où ça y est, tous les combattants sont hyper habitués à pouvoir affronter n'importe qui. Surtout qu'il y a beaucoup de changements de garde aussi chez des fighters. C'est quelque chose auquel tous les fighters sont très habitués maintenant. En fait, c'est surtout ça, moi, que j'observe dans le game moderne, c'est qu'il y a beaucoup plus de combattants qui switchent, qui vont combattre en droitier, qui vont combattre en gaucher. Maintenant, faut toujours, et tous les coachs le diront, et les combattants aussi qui le font, enfin en tout cas qui veulent le faire, c'est important de savoir pourquoi tu switches, qu'est-ce que tu veux faire quand tu switches. Quand tu es droitier, passer en gaucher contre un gaucher, c'est un risque important, parce que comme le dit si bien Axel, et étant moi-même gaucher, je le sais, on a une lecture qui est très différente, si tu veux, de la gestion de la distance, parce que c'est comme ça. Et puis en plus, tu as une construction de vie qui est différente. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la vie différemment, en fait, quand tu es gaucher, tout simplement. Donc ça fait rigoler, hein, mais le tableau, les fenêtres, on peut te sortir tous les exemples qui existent si tu veux, mais il y en a plein. Donc dans le combat, si tu veux, aujourd'hui, faudra demander à des droitiers s'ils sont plus à l'aise aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette gêne qui persiste et qui persistera toujours. Je pense que c'est comme ça. Axel a raison de dire que c'est plus ouvert quand tu es dans la même garde. Il y a plus offensivement, ça laisse de place à beaucoup plus de choses, parce que quand tu combats un combattant de la garde opposée, les risques sont beaucoup plus importants. Ouais. Quand Axel a fait beaucoup de dégâts avec son bras arrière dans son combat à l'UFC, en tout cas, il avait beaucoup de mal à lire Rismaki, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à observer, mais en même temps, et je voyais bien certaines personnes, certains observateurs qui disaient mais pourquoi il n'y va pas plus avec son bras arrière? Non, mais le risque il est présent en fait, parce que un ajustement de l'autre côté, tu te prends la même chose. Une tête qui va décaler du bon côté, tu te prends le bras arrière toi aussi, et c'est toi qui peux tomber, tu vois. Donc c'est une évolution du game qui est à la fois positive, je trouve, les switchers, mais qui en même temps peut être négative. C'est vrai, mais du coup, je pense que tu as l'habitude, et on verra que face à Mason Jones, qui a de l'expérience, ce sera certainement un point positif aussi pour toi. Sur ta résistance physique sur le combat contre Rismaki, comment est-ce que tu l'analyses aujourd'hui avec le recul? Si à la fin du deuxième round, on sent que physiquement, ça devient un tout petit peu plus dur, est-ce que le fait justement d'être en moins de 77, donc aussi d'avoir un peu plus de poids peut-être à porter, etc., est-ce que ça a joué sur le fait qu'il y ait une petite baisse physique à la fin du deuxième round? Peut-être. Après, il faut savoir que quand on est chassé, quand on n'est pas le chasseur, c'est beaucoup plus fatigant. C'est-à-dire que se déplacer latéralement, je dois réaliser un plus grand cercle que mon adversaire pour un même déplacement relatif au centre de la cage. Donc comme j'ai essayé d'être très mobile face à Rismaki pour lui laisser le moins d'opportunités possible, effectivement, il y a eu une petite baisse physique dans le deuxième round. Et par contre, troisième round, tu le termines. Qu'est-ce qui s'est passé à l'inter-round? Il y a eu des conseils aussi qui t'ont aidé à pouvoir réadapter un jeu. Qu'est-ce qui t'a aidé à terminer ce combat alors que justement physiquement ça tombait un tout petit peu? Ce qui m'a aidé à terminer ce combat, c'est qu'il était en train de perdre, et donc du coup il avait l'urgence de venir me chercher, et dans cette urgence ça se traduisait tactiquement par je gère moins à distance, je me compromets plus dans mes attaques, donc je mets plus d'avancées, donc il mettait plus d'avancées, il s'engageait plus dans ses attaques pour venir me chercher, de par la pression du temps et du fait qu'il était en train de perdre, et c'est ça qui m'a créé les ouvertures. Donc là en fait, tu as voulu l'attirer dans tes filets, et c'est à ce moment-là que tu as pu mettre... Alors c'est quoi, tu le qualifies comme un uppercut au corps C'est ça, c'est uppercut au corps. Tu savais qu'il allait venir, et donc c'est comme ça que tu as voulu en gros qu'il vienne, entre guillemets, s'empaler dans ton poing pour, au moment où il s'approche. Et puis aussi, il faut savoir que les troisième rounds, ça va toujours moins vite qu'au premier round, et donc les lectures de timing sont plus faciles. Ouais, mais du coup, ça va un peu moins vite des deux côtés, donc c'est à toi aussi de remettre le petit coup physique et la lucidité pour le faire au bon moment. C'est ça, et donc du coup, il y avait des moments où je lâchais du lest, où je laissais pendant un certain temps gagner les séquences
parce que je savais que j'allais avoir besoin de jus pour accélérer sur d'autres séquences et capitaliser sur ces erreurs. Et donc finish au 3e round, superbe, bah forcément très heureux d'accueillir Axel Sola dans ces conditions-là à l'UFC. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure en début d'émission, c'est que c'était important aussi de pouvoir faire le spectacle, d'offrir ça aux fans, d'offrir ça à l'UFC. Est-ce que avec le recul, pareil, tu aurais voulu être plus explosif au micro, aller call out quelqu'un, tu vois, faire entre guillemets un peu plus le show au micro aussi dans la cage une fois que le combat était terminé. Il aurait fallu, hein, on peut toujours faire mieux. Et effectivement, sur la phase au micro, j'étais un peu réservé, un petit peu comment dire, ouais, un petit peu réservé, mais bon, c'est pas grave. Je me crée d'autres opportunités d'être un peu plus, comment dire, interactif avec la foule. Au micro, la prochaine victoire. Je dirais même pas que tu étais réservé, tu étais juste normal, tu as fait un discours d'après-combat normal, mais c'est vrai que maintenant ça fait partie du game, Baba aussi, d'essayer de call-out. Est-ce que ça aurait été mal vu, tu crois, malvenu de la part d'Axel après son premier combat UFC, de tout de suite aller call-out quelqu'un ? Est-ce que ça se fait pour toi après un combat UFC ? Non, c'est pas malvenu parce que c'est la pratique aujourd'hui qui est en cours. On attend des combattants maintenant qu'ils aillent, qu'ils fassent du name dropping à tout va pour peut-être éventuellement, on sait jamais, si jamais le matchmaker est en train d'écouter, donner une opportunité. Tu vois, ça fait beaucoup de conditionnels. Moi, je trouvais qu'Axel, il était lui-même. Donc oui, quand tu observes de façon extérieure, tu te dis ça aurait été sympa s'il pouvait faire un call-out, mais en même temps, moi, le call-out ne me manque pas parce que tu viens de gagner par TKO dans la troisième reprise pour tes débuts à l'UFC à Paris. Et puis au final, t'es rentré sur une musique, tu vois, atypique. Pour moi, t'as déjà un petit peu marqué le moment, tu vois. Ça va. Ce sera la même musique pour ton entrée à Londres ? Toujours la même musique. Et en plus, bah, en fait, là, de toute façon, l'avenir lui a donné raison, puisqu'il lui donne un gros fighter pour son 2e combat sur une carte européenne où ça va être le feu à Londres. Enfin, c'est avec le recul. Tu te dis que ça se trouve, si tu avais fait plus le show, tu n'aurais peut-être pas eu ce combattant-là. Et là, c'est un très bon match-up que tu as. Ah ouais, je suis très content de mon match-up. Ouais, le match-up contre Mason Jones est très très bon. Et là, tu combats à Londres. À choisir, t'aurais préféré combattre aux States directement pour le prochain combat ou j'ai pas de visa encore pour les États-Unis, donc c'est impossible. Ah ouais, il peut y avoir des difficultés pour avoir le visa, tu crois ça ? Non, mais ça peut aller vite, c'est juste qu'ils le font le plus tard possible parce que il a une durée limitée dans le temps, ça, et donc s'ils peuvent te faire combattre en dehors des États-Unis, ils vont le faire, et quand ils n'auront pas le choix, là ils le feront le visa. Ouais, d'accord, donc certainement des combats à venir pour Axel aussi aux États-Unis. Ce qui est important aussi dans la manière dont tu t'es construit et dont ta carrière a été construite, tu as 28 ans aujourd'hui, et je me souviens à l'époque, moi je bossais chez Combat Sport, etc. Et on parlait déjà de toi parce que tu commençais à briller dans les rangs amateurs. Et c'est vrai qu'on se disait, tiens, très vite il va arriver, et finalement, même en écoutant tes interviews, tu as voulu construire ta carrière en prenant ton temps. Tu confirmes que c'était une volonté de ta part ou... Non, si on m'avait proposé l'UFC plus tôt, j'y serais allé bien évidemment, parce que c'est en combattant avec les meilleurs qu'on devient le meilleur. Donc voilà, c'est juste que ça s'est pas présenté plus tôt, et voilà, c'est présenté quand ça devait se présenter, et aujourd'hui je suis prêt. C'est le bon moment pour toi, c'était le bon moment, fin d'année 2025, 27, 28 ans, d'arriver à ce moment-là à l'UFC, en timing, c'était ce qu'il te fallait ? Ouais, c'était le bon timing. Le prime, c'est à peu près à partir de 32 ans, donc ça me laisse le temps, ça me laisse à peu près 4 ans pour monter au sein de l'organisation et en niveau. Et après on y est. Gros parcours amateur, du coup, champion d'Europe, vice-champion du monde IMAF aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté toutes ces années en amateur ? Qu'est-ce que, aujourd'hui, dans ton jeu, des choses que tu arrives à reproduire, en quoi on peut sentir le MMA amateur que tu as pratiqué pendant des années ? Je pense pas que ce soit absolument nécessaire de faire une grande carrière amateur pour performer chez les professionnels. Il y a plein de combattants qui le confirment, qui sont passés pro directement et qui ont une très belle carrière. Mais après, je pense que c'est très relatif à la personne. Et moi, j'avais besoin de prendre de l'expérience. En plus, je faisais des études à l'époque, donc j'étais pas forcément en mesure de me consacrer pleinement à l'entraînement. Et après, ce que ça m'a apporté, de l'expérience. J'ai fait face à différents types de combattants, à des gros strikers, à des gros lutteurs, à des combattants complets. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui me permet d'adapter au mieux durant mes combats. Comment il s'est fait le choix de se porter vers le Brave en 2021 quand tu passes pro ? T'avais plusieurs opportunités ou... C'était le Covid ou sortie de Covid, fin de Covid, donc il n'y avait pas tant de possibilités que ça. Et puis du coup, le prince de Bahreïn, qui est le propriétaire du Brave, m'avait proposé de rejoindre son équipe KHK pour m'entraîner avec eux et combattre au Brave. Et donc j'ai fait mon camp avec KHK, j'ai combattu au Brave et c'était top.
Aller directement après une carrière amateur, passer au Brave pour ses débuts pro, ça reste une très grosse orga qui est pas. Alors forcément en France on la connaît moins, c'est moins médiatisé, mais c'est une énorme organisation aussi. Ouais, c'est clair, c'est une super opportunité. Bon, je pense que, comme Axel le dit, c'était top. En plus, c'est des propositions que les pays du Golfe faisaient à l'époque. En Muay Thai aussi, ils le faisaient à un moment donné, mais ils avaient pris beaucoup de Russes d'ailleurs, notamment. Mais ils avaient proposé un petit peu à des combattants partout en Europe. Donc ouais, je découvre ça et que c'est une très bonne opportunité. Et puis le Brave, voilà, il y a eu beaucoup de grands combattants, de grands champions qui sont passés par là. Et ça permet de poursuivre l'expérience au très haut niveau. Ouais, pareil, tu rejoins du coup Ares en 2023, invaincu chez Ares, tu deviens champion chez les moins de 70 kilos. Est-ce que quand tu signes Ares en 2023, tu te dis, tu l'as dit, hein, tu as toujours eu l'objectif UFC, mais tu te dis, ça y est, ce sera la dernière étape avant d'aller viser vraiment plus haut? Je l'espérais en tout cas, et ça s'est réalisé, donc... D'ailleurs, tu faisais référence, même dans tes conférences de presse chez Ares, après, tu disais, ça y est, c'est peut-être le moment, tu faisais des appels du pied à l'UFC pour qu'ils viennent te chercher. Peut-être, je me rappelle plus pour être honnête, mais en tout cas, pour moi, le meilleur appel du pied que tu peux faire, c'est gagner. Ouais, c'est ça, avec la manière. Avec la manière, et donc je m'y suis attelé du mieux que je pouvais. Quand on parle de ton parcours, on est évidemment obligé de mentionner Aldric Cassata, obligé de mentionner le Boxing Squad avec qui tu t'es construit. C'est là-bas que tu as commencé le MMA et c'est une team qui est devenue l'une des meilleures en France. Déjà, je crois qu'il y a un nouveau complexe qui va ouvrir à Nice. C'est ça, tu peux nous en parler un peu? Premier trimestre, début deuxième trimestre, ça devrait ouvrir. Okay. Donc on aura une vraie cage UFC, on aura un bel espace de préparation physique, beaucoup d'espace tatami. Donc après, j'ai pas encore vu la salle. Donc, Tu l'as pas vu encore? Non, je l'ai pas vu. C'est vrai, mais Aldric vous a pas encore, même les combattants Team Elite, tout ça, ce sera la surprise pour tout le monde. Voilà. C'est quelque chose qu'il veut garder secret pour que justement tout le monde profite quand ça arrive. Mais c'est juste qu'elle n'est pas encore prête, quoi. C'est en cours, c'est les travaux, et je pense que quand elle sera finie, on y sera en avant-première. Et tu penses que pour vous, les professionnels, les combattants UFC, les autres qui sont dans des grandes orgas, ça va changer beaucoup de choses, cette structure d'entraînement qui va arriver? Déjà, s'il y a des dortoirs, ça veut dire que c'est plus facile de faire venir d'autres sparring. Après, ce que ça va changer, je sais pas, je pense que l'essentiel, ça reste le travail qu'on fait ensemble, mais la qualité du travail qu'on va faire sera peut-être potentiellement meilleure. Donc on va voir. En tout cas, les préparations de combat dans la cage UFC, ce sera vraiment adapté. Alors, il y a un principe que Aldric Cassata défend et que du coup, toi, tu t'es appliqué durant toute ta carrière, c'est aussi de pouvoir aller voir ailleurs. Tu as fait certains entraînements aux États-Unis, tu es allé en Tchétchénie, je crois, et cette fois-ci, tu as passé plus de 3 semaines au Daghestan. C'est quelque chose que tout le Boxing Squad s'évertue à faire, c'est-à-dire aller voir, aller prendre de l'expérience ailleurs, et sachant que là, une bonne partie de ta prépa, donc quasiment un mois, assez rapproché du combat, tu l'as faite là-bas sans aucun membre du Boxing Squad et de ton coin. Raconte-nous un peu cette expérience au Daghestan. Est-ce que par rapport à ce que tu as connu dans d'autres pays, c'était différent? Est-ce que tu as appris plus de choses? Est-ce que tu as pu commencer à travailler des choses que tu vas pouvoir appliquer déjà lors de ton prochain combat, ou alors est-ce que tu as simplement allumé des petits feux que tu travailleras aussi après? La première partie de ce camp, c'était un travail assez général sur mon jeu, globalement. Donc, on n'a pas fait de travail vraiment spécifique par rapport à mon adversaire, mais c'était aussi l'occasion de me tester, de sortir de ma zone de confort, de faire face à des partenaires que je connais peu, voire pas du tout. Et donc, ça permet de mettre en lumière certaines choses, des choses qu'on peut corriger directement et d'autres choses qui vont demander peut-être un peu plus de travail, un peu plus de temps, que je vais pouvoir maintenant mettre en place à Nice, parce que c'est peut-être plus facile aussi d'isoler les choses, en particulier pour moi à Nice. Et voilà, donc maintenant il reste 4 semaines avant le prochain combat, 3-4 semaines, donc là on va vraiment faire du spécifique pour mon adversaire, on va vraiment automatiser un certain nombre de choses par rapport à ces patterns, et voilà. En allant là-bas, tu étais déjà commençais à gérer ton poids pour réussir à arriver en moins de 70 pour le 21 mars. Comment tu pars? Comment tu te prépares à partir là-bas? Est-ce que tu amènes toi-même des compléments? Est-ce qu'au niveau de la nourriture, tu t'organises en amont pour pouvoir être sûr que tout va être présent sur place? Tu vois, toutes ces conditions-là, comment tu t'es assuré qu'elles allaient être réunies quand tu arrives au Daghestan? L'essentiel des compléments, effectivement, je les ai pris avec moi. Après, la nourriture sur place, tu la trouves. Tu trouves de la prot, tu trouves de l'avoine, tu trouves des cornflakes, tu trouves un ensemble de choses nécessaires à ta nutrition pour l'entraînement. Ouais. Et voilà, c'était assez facile à gérer cette partie-là du camp, là-bas. Moi, je trouve ça courageux, Baba, d'aller passer autant de temps aussi loin et aussi rapproché du combat aussi.
Je sais pas ce que Ouais, t'en penses. ouais, mais c'est ce que je dis à chaque épisode où on a un combattant qui nous en parle. Pour moi, c'est la voix de l'artiste martial, ça, tu vois. Après, je à sais où son je vais. propre. Après, je savais où Ouais, j'allais tu aussi. savais où Je t'allais. connaissais la team, je Mm. connaissais le coach, je sais comment il s'entraîne. Effectivement, faire de la totale découverte, c'est peut-être pas adapté quand tu Justement. es assez proche d'un combat. Donc ça a son importance. Et puis après, quand j'ai voyagé, j'ai fait quelques voyages d'entraînement à différents endroits. Je suis déjà allé aux États-Unis, dans les meilleurs clubs de grappling au monde. Et la problématique est la suivante, c'est que tu arrives dans un club, tu connais pas forcément le coach ou les partenaires, et en fait, tu es juste, entre guillemets, un touriste, tu es juste de passage. Et donc, le coach, il va pas forcément te regarder avec le même œil que si tu étais un de ses élèves. Et pour rester sur l'exemple du grappling, j'y avais passé un peu plus de 4 semaines. Et pendant 4 semaines, le problème a toujours été toujours les mêmes. Il y avait un ensemble de situations où je voyais que j'y arrivais pas, j'étais pas à jour, j'allais pas assez vite. Et le problème, c'est que entraînement après entraînement, ça allait toujours très vite et ça s'améliorait pas. Et donc, il y a un moment donné, il faut ralentir le travail pour vraiment intégrer les choses. Et ça, c'est compliqué de le faire quand t'as pas développé une relation sur place avec les coachs, avec les partenaires. D'où aussi l'intérêt de, je pense, quand on voyage pour l'entraînement, au bout d'un moment, quand on a un endroit dans lequel on se sent bien, y aller régulièrement pour développer cette relation et avoir peut-être avec le temps un peu plus d'attention du staff. Donc c'est pour tes prochains camps, tu envisages déjà de retourner là-bas pour, Oui. tourner, ouais. Pas forcément pour un prochain camp, mais déjà cette année, j'aimerais retourner 1 ou 2 fois. J'aimerais faire une fois Grozny, une fois Makhatchkala. Ouais. Parce que là-bas, je suis suffisamment à l'aise, je connais des gens, donc je sais que l'entraînement est de qualité. Comment s'était fait la mise en relation du coup à la base? Comment est-ce que tu les as rencontrés? Comment s'était fait la prise de contact avec eux? Comme je l'ai dit, quand j'ai signé au Brave, C'était à ce moment-là, je suis allé me préparer avec le KHK, je les connaissais de mon parcours amateur. Ok. Et donc là, ça a été entre guillemets, ça a été un premier camp avec eux. Après, j'y étais retourné à Bahreïn pour m'entraîner hors camp avec eux. Puis après, il y a eu la guerre, je n'ai pas forcément pu aller en Russie pour différentes raisons. Et puis, j'étais retourné une autre fois en 2024. L'année dernière, j'ai voulu y aller, mais finalement, je suis allé à Montréal. Il y avait Manon qui combattait pour la ceinture. Au Tristar, du coup. C'était intéressant, mais en rétrospective, au niveau de l'entraînement, je pense que j'aurais préféré finalement aller en Russie. Et donc maintenant, je vais un peu plus m'y atteler. C'est par rapport à ce que tu recherches toi ou par rapport à cette attention dont tu parlais tout à l'heure? Déjà, c'est beaucoup moins cher que d'aller aux États-Unis ou au Canada. Ouais. Puis ensuite, il y a énormément de combattants. C'est-à-dire que le nombre de combattants dans ma catégorie de poids, il est, si je veux avoir un sparring différent par jour, je peux. Et puis ils ont tous une très bonne base en lutte et je suis convaincu que la lutte, c'est la meilleure base pour le MMA. Et c'est une terre de combattants. Donc dans tous les aspects, en fait, on trouve vraiment du top niveau, quoi. Il y a des choses qui te font t'expliquer le niveau de ces combattants qui ont émergé depuis une dizaine d'années, ces combattants des pays de l'Est. Est-ce qu'en repartant de là, tu te dis, ok, je comprends pourquoi ils sont aussi forts? Ils sont aussi forts parce qu'ils aiment les sports de combat comme nous, on aime le foot en France. Donc si demain, on a autant de combattants que de licenciés de football, eh bien, je suis sûr qu'on pourra concurrencer en moyenne les combattants du Caucase. Ouais, c'est vrai qu'on a vu ça, forcément avec l'avènement aussi de Khabib, ça a apporté, ça a ouvert beaucoup de portes à beaucoup de combattants, notamment du Daghestan, mais je pense que c'est assez unanime hein, quand il y a des combattants français qui vont s'entraîner là-bas, ils reviennent avec quand même un bagage qui est différent et puis avec une compréhension de la manière dont ils combattent qui est un peu différente aussi. Ouais, c'est clair. Déjà sur cet aspect-là, sur l'aspect que vient d'évoquer Axel, on y est. On a reçu, nous, l'équipe de France amateur lundi. En tout cas, une partie, Lionel Brézéfin et des médaillés. Et en fait, la discussion elle a tourné sur ça, sur le fait que le jour où on aura plus d'athlètes français qui choisiront de faire du combat, forcément, le niveau montera, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, quand toi tu arrives là-bas, c'est vrai que on va pas se mentir, c'est presque devenu mystique, si tu veux, l'aura de lutteur des combattants de là-bas. Est-ce que toi, tu as encore cette manière d'être... Enfin, est-ce que tu es encore impressionné par tes sparring quand tu es là-bas ou est-ce que tu es vraiment dans le travail ou quoi? Ah oui, vraiment. Ouais, toujours. Vraiment. Il y en a un paquet qui sont vraiment très très forts, quoi. Il y avait un petit jeune de 22 ans, il mérite d'être à l'UFC là-bas. Ouais. Et il sort juste de son parcours amateur. Donc, c'est fou. C'est fou, ouais, j'imagine. Et quelque chose qui m'intéresse un peu moins plus parce qu'on parle beaucoup de lutte, mais c'est un pays de combat tout court.
Et c'est des strikers aussi. Il y a plein de strikers qui sont excellents. On a rencontré là-bas aussi pendant l'entraînement ou... Il y en avait quelques-uns. Alors, dans Ouais. le club où j'étais, il y avait beaucoup de lutteurs grappleurs. Ouais. Mais du coup, ça égalise le différentiel de boxe que je pouvais avoir avec eux sur les rounds de MMA parce que forcément, il fallait être mesuré dans son approche. Mais il y en a quelques-uns qui sont très très forts en striking. Et puis tu sais, quand c'est jour des sparring, des fois, tu as un gars, tu l'as pas vu pendant 4 semaines, il arrive, il est trop fort, il est venu se la foutre avec tout le monde, puis il repart et tu le vois plus. Quoi, tu vois. C'est le genre de choses qui arrivent régulièrement là-bas. Donc, Ouais, parce que tout le monde ne fait pas de la compétition là-bas. On a un rapport qui est différent. Le sport amateur là-bas, il est très développé. Et puis ouais, comme tu l'as dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont faire ce qu'on appellerait nous du loisir. Mais en fin de compte, le mec, il a le niveau pour être je sais professionnel. pas quoi. s'il était loisir ou pas, mais en tout cas, il était prêt. Hein. Et tu l'as pas revu après. Non. Il est pas revenu. Et à l'inverse, toi, qui as quand même un gros bagage tracking et en boxe, tu arrives à leur apporter quelque chose. Est-ce qu'eux, ils sont demandeurs aussi de ce que tu peux apporter en termes techniques? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y a un échange qui se fait. Et, vous savez, tous les combattants, on fait tous un certain nombre de choses très bien. En tout cas, parmi la globalité technique du sport, on a tous des techniques favorites, des choses qu'on fait mieux que d'autres. Et aussi, d'où l'intérêt d'aller dans les clubs où il y a beaucoup de monde. Parce que si on est dans un club où il y a beaucoup de monde et qu'on connaît ces gens-là et qu'on s'entend bien avec ces gens-là, il y a plus d'échanges. Et c'est très enrichissant, en fait, pour un combattant. Et dans l'ensemble, tu as pu constater qu'ils avaient quelle image du MMA français? Est-ce qu'ils peuvent qualifier, tu vois, s'ils te voient arriver, ils disent ah c'est le français? Ou alors est-ce qu'ils vont dire ouais, il y a un mec qui arrive de l'ouest de l'Europe, machin, tu vois, comment est-ce qu'ils te voient arriver les mecs? Ah, il me voit comme un morceau de viande. Hein. Il n'y a pas de drapeau Comment dessus. ça? Il a 11-0, il a l'UFC. Ouais. J'ai la queue, Ouais, quoi. tu m'étonnes. C'est-à-dire Tu que le mardi, j'avais déjà mes 5 sparring pour le jeudi qui étaient déjà bookés. Ah quoi. ouais, ils font Parce la qu'ils queue. bookent les sparring en avance, tu vois. Donc, Ah ouais. Ouais, c'est un peu ça. C'est viande fraîche. Eux, ils ont l'habitude de toujours tourner entre eux. Donc forcément, quand quelqu'un de nouveau arrive, c'est intéressant déjà martialement pour eux. Et puis comme tu as dit, tu as l'UFC. Et en fait, quand tu viens de me le dire, ça vient, comme tu l'as dit, ça vient de me frapper un peu. C'est pareil. En fin de compte, tu as une espèce de cible dans le dos quand tu vas. Donc ouais, c'est- c'est ça. Après, c'est travailler intelligemment. Mais bon, Ouais. et c'est pas pour autant que c'est de tout repos non plus tous les jours. Mais c'est pas dans l'abus. Non, mais c'est ça en fait. Moi, du coup, j'ai flashé comme toi parce que quand je demandais est-ce que t'as un drapeau machin, mais en fait, t'as juste un tampon UFC. C'est T'as le comme ça. statut, quoi. Ouais. C'est pas français, c'est pas américain, ils s'en foutent. C'est juste t'as un gars à l'UFC, ils veulent ta peau, quoi, en gros. C'est ça. Ils veulent ta peau. Ça, Je vais c'est. tester. Je sais pas si tu es OK pour juste aborder ce domaine parce que tu l'as évoqué 2 secondes, mais combien ça va coûter tu vois un camp? Parce que ça c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte. Là, tu pars 3 semaines et demie, tu pars 3 semaines et demie au Daghestan. Tu dis qu'il y a aussi un coût financier qui est moins cher que d'aller aux États-Unis, mais qu'est-ce que ça peut représenter? Tu vois, quel pourcentage de ta bourse, par exemple, tu vas investir là-dedans? Alors, je réfléchis pas en pourcentage de bourse, mais par exemple, une semaine de Airbnb à Paris, je peux faire 3-4 mois en logement là-bas, quoi. OK, Si vraiment C'est pas mal. tu passes par les sites russes, etc. Quoi. Donc OK. voilà, ce qui va coûter cher, c'est le billet d'avion. Et encore, c'est parce que je passe par les circuits occidentaux. Ouais. C'est-à-dire que si tu passes par des sites russes, tu peux vraiment avoir des billets pas chers. Par exemple, il y a eu un week-end, je suis monté 2 jours à Moscou. C'était 60 € le billet aller-retour. Quoi. OK. Donc Donc à moindre frais, tu peux rester longtemps là-bas sans que ça te coûte trop cher. c'est par ça. Et rapport puis la nourriture, c'est moins cher. Ouais. Un salaire, c'est à peu près entre 300 et 600 € par mois là-bas, je dirais, à vue d'œil. Ouais. Donc la nourriture, c'est moins cher aussi. Après, ça dépend quel restaurant tu vas, hein, mais genre en 2024, j'avais pas de combat qui arrivait, donc j'allais au restaurant tous les jours, quoi. Et j'allais dans un petit restaurant local et je mangeais extrêmement bien pour 3-4 €, quoi. J'avais 3-4 plats. Et là, C'est pas pareil. toi tu parlais de dortoirs, par exemple, qui vont être installés au nouveau Boxing Squad. Là-bas, il n'y a pas ce genre d'installation là, dans le club où tu es allé. Ils peuvent pas te loger non plus. Non, il n'y a C'est- pas de dortoir non plus. Le gym est assez grand, mais il n'y a pas de dortoir, donc là, il faut louer. Ok, donc en tout cas, très belle expérience que tu espères reproduire aussi sur tes prochains C'est ça. camps. Ou, en tout cas, même si tu n'es pas en camp sur les prochaines années. qui viennent. Régulièrement, je pense que c'est une stimulation à régulièrement avoir. Ouais. Ouais, puis Ouais, ça, et puis tu t'en parlais avant qu'on prenne l'antenne aussi, c'est un peu une galère parce que même tous les sites internet sont pas autorisés, donc faut prendre des VPN, des trucs, enfin faut s'organiser aussi à tous les niveaux. Voilà. C'est- Le plus compliqué, je dirais que c'est le cash. On peut pas retirer d'argent là-bas, on peut pas payer par carte, donc il faut partir avec sa réserve d'argent. Ok. Et bon, après, voilà, si à un moment je suis en galère parce que je connais des gens sur place, je peux toujours m'arranger, mais c'est pas si évident que ça. Ah, faut vraiment tout prévoir. Voilà. Du coup, t'es rentré avec de la monnaie locale, t'en as encore un peu à la maison ou... C'est ça, ouais. c'est bon. T'en as pour le prochain départ. déplacement. Il me reste des roubles. C'est bien, c'est comme des petites économies. Axel, la catégorie dans laquelle tu as été champion chez Ares et dans laquelle tu vas t'installer à l'UFC, c'est donc
celle des moins de 70 kilos, les poids légers. Aujourd'hui, tu estimes que, quoi qu'il arrive, c'est ta catégorie naturelle, c'est celle, tu disais que c'est celle dans laquelle tu te sens performer le mieux. Est-ce que, entre guillemets, c'est ta catégorie naturelle de combattant aussi? En fait, il y a un travail à faire pour stabiliser mon poids autour de 80 kg. C'est-à-dire qu'à 80 kg, je peux faire le poids en une semaine. C'est un sport où, pour avancer, il faut être actif. Il faut combattre souvent. Combattre souvent, ça veut dire faire le poids régulièrement. Donc ça, c'est un travail que j'aurais aimé faire après mon dernier combat, mais du coup, j'ai pas pu vraiment descendre mon poids de par le fait que je combattais à 117. On a essayé de remplir la machine au max avant le combat pour avoir un minimum d'épaisseur. Donc là, je le fais, la descente. Là, je vais descendre à peu près à 78 avant la Fight Week. Donc je me laisse 2 kilos de marge pour après le combat remonter à 80 et j'aimerais stabiliser mon poids autour de 80 si on y arrive. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, plus le temps passe sans que je fasse de descente de poids, plus mon poids va monter. Ouais. Donc année après année, le poids monte. Donc avant c'était 82, après c'était 84, maintenant c'est 86. Ça peut être plus si vraiment il y a une perte de contrôle sur ce que je mange. Et le problème c'est que de 86 à 80, c'est 6 kilos à perdre, mais ça demande de l'énergie de perdre ces 6 kilos. C'est de l'énergie que je ne mets pas dans les sparring, que je ne mets pas dans la préparation physique, que je ne mets pas dans les choses qui au final devraient compter le plus. Et c'est un problème. C'est un problème, donc il va falloir stabiliser ce poids à 80. Donc là, je me laisse cette saison pour stabiliser. Et si vraiment on n'y arrive pas, eh bien, j'envisagerai peut-être de prendre du poids, du coup, de prendre du muscle, de la vraie masse, pour combattre dans la catégorie supérieure. Avec les impédances mètres, alors ça a une précision discutable, hein, mais on se rend compte que depuis que j'ai 22-23 ans, ma masse musculaire, c'est toujours la même. Donc le poids que je prends, elle est essentiellement due au choc que le corps subit pour faire le poids. Donc c'est pas vraiment de la masse utile, c'est pas de la masse qui me rend plus fort, plus endurant, plus puissant. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver et ce sera la deuxième mission après la victoire le 21 mars. Je crois que tu as signé pour 4 combats à l'UFC 1. C'est ça. Donc tu en as fait un, les 3 prochains sont déjà actés chez les moins de 70 ? Ou alors il y a encore une variation possible? Pour l'instant, c'est moins 70. C'est pour l'instant, mais c'est-à-dire que si après ce combat-là, tu te rends compte que tu as dit que tu te laissais une saison, donc en gros à la rentrée 2027, tu te diras je vais décider. J'espère qu'à la rentrée 2027, j'aurai fait les 4 combats. Ouais, oui, donc là tu veux faire 3 combats cette année. J'aimerais. C'est ça l'objectif. Plus si possible. Et plus c'est possible. Ah ouais, d'accord. Bah, ça veut dire, je crois que le record UFC, c'est 5 combats gagnés sur une année calendaire, il me semble. Donc si tu en gagnes 5, je crois qu'il y a Neil Magny et Kevin Holland, qui Tom Holland, l'acteur. Et Kevin Holland qui ont fait 5 combats, 5 victoires en tout cas sur une année calendaire. Donc en gros, ouais, t'aimerais déjà pouvoir re-signer. En tout cas, c'est ce que tu vas demander à l'UFC si là vous êtes amené à discuter de ça, mais t'aimerais pouvoir signer un deuxième contrat dès l'année 2026. Ah bah j'aimerais signer un contrat de 20 combats, mais ça c'est pas moi qui décide. Donc, Et quand tu vois, parce que du coup, ça implique d'avoir, entre guillemets, déjà, il faut gagner les combats. Ça, une fois qu'on a dit ça, on le met de côté. Mais stratégiquement, évidemment, aussi, ça implique de regarder le planning, de regarder où sont les événements, quand ils sont et comment les choses peuvent tourner. Parce faut tout le temps être prêt. Ouais. Faut pas se dire, allez, je serai prêt à cette date. Ouais, voilà. En gros, il faut regarder, il faut se dire, de toute façon, je combats. D'où l'importance de stabiliser son poids à l'année. Ouais. Et le fait que les choses avancent assez difficilement en ce moment. J'imagine que tu suis la chose de près. Tout le monde est un petit peu focus sur la Maison Blanche. Donc actuellement, il n'y a pas de combat officiel pour le titre chez les hommes. Il n'y en a aucun d'annoncé pour l'instant. On attend toujours peut-être Joshua Van, mais ça résulte d'une fuite. Est-ce que ça te fait pas peur justement de voir que c'est un petit peu bloqué en ce moment ce qui se passe à l'UFC? Pas vraiment là. Je t'avoue que je suis concentré sur le combat à venir. Et tout ce qu'il y a après, j'ai du mal à y accorder de l'énergie. C'est vrai, pour l'instant, tu ne veux pas regarder ce qu'il y a au-dessus parce que ça ne sert à rien de s'en préoccuper maintenant. Voilà. En gros, c'est ça que tu dis, pas perdre d'énergie pour c'est ça, rien. Ce qui compte, c'est de performer, gagner le 21 mars. Et puis, une fois que ça sera réalisé, là, on pourra réfléchir. Est-ce que tu as un objectif quand même, comme tu dis, voilà, objectif 2026, c'est de faire un minimum 4 combats, c'est ton objectif. Est-ce que tu as un objectif de temps en disant, j'aimerais être dans le top 15 UFC dans 2 ans, par exemple? Non, c'est pas fixe, parce qu'encore une fois, c'est très dépendant de la performance. Donc, mon job à moi, c'est de performer, de gagner. Et je suis sûr que si j'arrive à le faire régulièrement, eh bien, les portes s'ouvriront. C'est compliqué, hein, surtout dans cette caté. Baba, alors on le dit souvent, elle est vieillissante parce qu'il y a quand même pas mal de mecs qui, dans les 2-3 prochaines années, vont disparaître de ce top 15 parce qu'ils vont prendre leur retraite. Mais quand on prend l'exemple de Fares Ziam, par exemple, il aura mis, je crois, 6 ans et 10 combats
à rentrer, à être 15e dans cette caté. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est là où ça rejoint ce que disait Axel tout à l'heure. C'est faire le spectacle, que ce soit au micro ou dans la cage en produisant des chaos. C'est ça qui va lui permettre de gagner un peu de temps. Oui, bien sûr, on a vu que de toute façon, ça a toujours été le cas à l'UFC. Hein, cette notion de fini, cette notion de spectacle, d'avoir quelque chose, un personnage, ça permet d'aller plus vite. Maintenant, Fares, il a eu un chemin différent aussi par rapport à la densité de la KT au moment où il est rentré. Il arrive en 2019, si je dis pas de bêtises. Il y a quand même pas mal de monde. C'est un peu l'apogée là de tous ceux qui vont bientôt arrêter. En même temps, parce que c'est vrai qu'on dit tout le temps ça, qu'il y a beaucoup de monde dans cette catégorie et que du coup ça peut être long, mais ça donne beaucoup plus d'opportunités que dans d'autres catégories. Tu vois, tu peux battre certains noms assez rapidement. Mason Jones en est un. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu regardes le roster, mais pas que sous le prisme du top 15, donc aussi les combattants qui sont en dehors. Tu sais que Mason Jones, c'est un des noms les plus importants en dehors du top 15 dans cette catégorie de poids. Donc le battre, ça te positionne déjà dans quelque chose d'intéressant. Donc avant la limite, et comme l'a dit Axel, il y a 3 manières. Hein. Tu le bats, on se projette, on fait du conditionnel, mais tu le bats dans la première reprise, ça devient tout de suite super intéressant. Tu vois. Clair, dès que Fares il a fini ses combattants, boum, on lui donne un top 15 tout de suite et on l'interview. Enfin, il a beaucoup plus d'opportunités. Donc ça vient, comme le dit Axel, ça vient avec la performance de toute façon. Exactement. Même si, oui, il y a le côté micro, tout ça. Ouais. Justement, quand on parle de performance, si tu regardes un petit peu les styles qui se dégagent à l'UFC, tu penses que dans les prochaines années, pour être performant dans un top 15 très compétitif à l'UFC, il faudra travailler le plus sur quel domaine ? Ce qui plaît le plus, c'est le striking. Hein. On va pas se mentir, la lutte, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy pour les fans, donc il faut vraiment être capable de se démarquer sur cet aspect-là. Tu vas te réappliquer ça sur tes prochains combats, c'est-à-dire si tu sens qu'il y a des phases de lutte qui deviennent un peu trop poussées, tu vas te dire allez je décolle et je vais essayer de striker pour justement offrir ce spectacle. Tu vas continuer à te l'appliquer ? Ça dépend de comment je sens la chose sur le moment, quoi. Ça va être une question de feeling, mais effectivement si je vois qu'il y a l'espace de plutôt gagner le combat dans une direction que l'autre, eh bien j'irai dans celle la plus propice faut que tu y ailles très en confiance. Est-ce qu'un duel franco-français à l'UFC, toi ça t'intéresserait ? Ce qui m'intéresse, c'est de combattre à l'UFC, donc si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Donc t'accepterais, enfin peu importe qui on te propose, que ce soit un Français ou pas, tu regardes pas vraiment ça. C'est ça. De toute façon, c'est jamais bien vu de refuser un combat à l'UFC, donc t'as pas vraiment le choix. C'est vrai que là dans cette caté, Baba, ça pourrait... on a deux Français dans le top 15 des moins de 70. Il y a Axel aussi qui arrive, qui a envie de briller dans cette caté. Donc on pourrait avoir des beaux duels franco-français dans les 2-3 ans qui viennent. Ouais, bien sûr. Après, c'est normal. Hein. Déjà, la catégorie de poids fait que c'est là où il y a le plus de densité de combattants. Donc la France répond à cette même logique partout dans le monde. Et puis surtout, quand tu regardes l'historique français, forcément, on va parler de pied-point. Des chocs franco-français à 70 kg, on en a eu légion. Et des chocs franco-français, Axel, on en a fait plein chez Ares. Des combats importants en plus. Donc c'est quelque chose, j'imagine, auquel il est parfaitement habitué en termes de pression et puis en termes d'engouement du public. Donc moi, tu me connais ma position là-dessus. C'est quand on aura des combats franco-français à l'UFC qu'on deviendra plus grand que ce qu'on est aujourd'hui. Tu confirmes ça, c'est les duels franco-français qui font justement que les regards vont un peu plus se tourner vers des combats MMA que les gens, le grand public, ne regarderait pas forcément. Le public s'identifie plus facilement à un combattant de sa nationalité, donc forcément, s'il y a 2 combattants de sa nationalité qui s'affrontent, eh bien, ça parle encore plus aux passions des spectateurs. Ouais, ça crée quelque chose. Juste, si on regarde, je ne sais pas si le classement Fight Matrix actuellement, il te place 89e chez les moins de 70 kilos. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu regardes, auquel tu peux, sans y attacher de l'importance, mais simplement par curiosité, dire ok, ça me place par rapport au niveau mondial que je peux avoir ? Je l'ai vu passer l'information sur Instagram, mais voilà, c'est vraiment sur hasard, c'est pas quelque chose que je regarde particulièrement. Et enfin, je voulais savoir, parce que je t'ai entendu dire que la carrière que tu admirais le plus, c'était Dustin Poirier. Qu'est-ce que tu aimerais retirer un petit peu ? Quelle source d'inspiration tu as pu tirer de la carrière de Dustin Poirier ? Qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, et que même quand c'est difficile, eh bien, on serre les dents, on continue de travailler, on lâche pas le morceau et on va y arriver. Et ben voilà, c'est une belle phrase de fin, je crois, Baba. Ouais, être fan de Dustin Poirier, c'est signe de qualité, de toute façon. Donc c'est clair. Ouais. Signe de qualité. Écoute, Axel, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite
à l'UFC de ta carrière. On va t'accompagner évidemment au maximum sur RMC Sport. Merci beaucoup d'être passé par, merci à vous, par les gars. Paris et par le Fighter Club. C'était un plaisir de te recevoir et de t'écouter à quelques semaines maintenant de ton combat à l'UFC Londres contre Mason Jones. Merci beaucoup Axel. On va te laisser continuer la petite tournée médiatique du jour et puis ensuite reprendre l'avion vers Nice pour te replonger dans cette préparation. Merci à Kaina Abdelhamid d'avoir permis à Axel de venir en studio ici avec nous. Merci à PH Kachra aussi qui est là et qui a accompagné Axel pour vous produire d'autres contenus. Et merci à Marius aussi, je crois, un petit stagiaire qui est dans le studio et qui nous a accompagnés pendant tout ce Fighter Club. Baba, merci beaucoup. Merci Charles, merci Axel et merci à tous. Allez, on se retrouve très vite. Merci à Flavien et à Barnabé qui étaient en régie aujourd'hui. Salut, à bientôt dans le Fighter Club. RMC Fighters Club.